C'est le père dont j'ai toujours rêvé, a écrit mon fils. J'ai vu la photo sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas moi, c'était son beau-père. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le téléphone et me suis souvenu de chaque année passée à élever Mathieu avec Martine, sa mère. Tout est passé comme un film dans ma tête, mais cet après-midi-là, au milieu du silence, mon nom est apparu là où je m'y attendais le moins, et son hommage s'est transformé en honte publique. Si cette histoire te touche, abonne-toi. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire qui pourrait être la tienne. Dis-nous d'où tu nous regardes. Je m'appelle Gérard Morin, j'ai 68 ans et j'ai travaillé de mes mains toute ma vie. Je connais la fatigue, la sueur et aussi la fierté d'avoir élevé un fils en lui donnant tout ce que j'ai pu. Ce n'était pas beaucoup en argent, mais c'était tout en amour. Je pensais que c'était suffisant. Voici l'histoire du jour où j'ai découvert que j'avais tort, ou peut-être du jour où mon fils a décidé que je n'étais plus son père. Le téléphone a glissé de mes mains et est tombé sur la table de la cuisine avec un bruit sec. 6h30 du matin, fête des pères. Je venais de lire la phrase qui m'a brisé en deux. C'est le père dont j'ai toujours rêvé. La photo était toujours là, brillant sur l'écran. Mathieu, mon fils, serrant Édouard Delacroix dans ses bras, tous les deux souriants. J'ai repris le téléphone, les mains tremblantes. J'ai relu mot par mot comme si j'avais mal compris, mais c'était bien là. C'est le père dont j'ai toujours rêvé. Ce n'était pas moi. Après 32 ans à l'élever, après tout ça, ce n'était pas moi. C'était lui, l'homme qui est apparu quand mon fils avait déjà 26 ans. L'homme qui n'a jamais changé une couche. L'homme qui n'a jamais passé une nuit blanche pour lui. Celui-là était maintenant son père. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Martine en peignoir, les cheveux attachés, se frottant les yeux. Elle venait de se réveiller. Je n'arrivais pas à parler. Je lui ai juste passé le téléphone. Elle l'a pris à regarder l'écran et j'ai vu son visage changer, de la confusion à la douleur à l'incrédulité. Elle n'a pas murmuré. Elle s'est assise sur la chaise en face, a lu la publication entière, les commentaires, les réponses de Mathieu, tout. Ses mains ont commencé à trembler comme les miennes. Comment peut-il nous faire ça? Elle m'a regardé avec les yeux pleins de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Je n'avais pas de réponse non plus. Je me suis levé. Mes jambes ont flanché. J'ai dû me tenir au bord de la table. Martine a posé le téléphone face contre table, comme s'il brûlait. On est restés là en silence, tous les deux dévastés. J'ai vu la tasse de café de Martine, celle avec une fissure sur le bord que je lui ai offerte il y a 4 ans pour notre anniversaire. Pour que tu penses à moi quand tu bois ton café, j'avais dit à l'époque. Elle m'avait serré dans ses bras. Je ne t'oublierai jamais, Gérard. Maintenant, cette tasse tremblait dans ses mains. Le café débordait un peu. 32 ans, dit-elle, la voix brisée. 32 ans à l'élever, tous les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'il nous remercie. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur son épaule, elle l'a couverte de la sienne. Elle était froide. Je ne sais pas ce qu'on a fait de mal, Martine. On n'a rien fait de mal, m'a-t-elle répondu. Mais sa voix ne sonnait pas convaincante, elle sonnait brisée, vaincue comme je me sentais. Le téléphone a vibré. Un message. La sœur de Martine, Sylvie. Martine, j'ai vu la publication de Mathieu. Vous allez bien? Martine a lâché le téléphone. Elle n'a pas répondu. Un autre message, mon vieux copain René, mon ami, quel manque de respect. Encore un autre. Ma cousine Sophie, je n'arrive pas à croire ce que ce garçon a fait. Martine aussi avait des messages. Sa meilleure amie, Madame Dupont. Ma chérie, je viens de voir ce que Mathieu a posté. Je suis indigné. Plus de messages, plus d'appels manqués. Tout le monde avait vu. Tout le monde. L'humiliation n'était plus seulement la nôtre et celle de Mathieu, elle était publique, mondiale. N'importe qui avec Internet pouvait voir comment notre fils nous avait craché à la figure devant tout le monde. Martine a commencé à pleurer silencieusement. Les larmes coulaient et elle ne les essuyait même pas. Je l'ai serré dans mes bras et on est resté là, debout au milieu de la cuisine, enlacés, dévastés. Martine s'est éloignée de moi, a essuyé ses larmes du revers de la main. Je vais l'appeler. Non, j'ai dit. Comment ça, non, Gérard? Il nous a humiliés publiquement. Il faut que je lui parle. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'on est blessé?
Il sait déjà qu'on est blessé. C'est pour ça qu'il l'a fait. Martine m'a regardé. Ne dis pas ça. Mathieu n'est pas comme ça. Il ne l'est pas. Et ça, c'est quoi? J'ai montré le téléphone à nouveau. La publication était toujours là. Plus de commentaires. Maintenant, plus de gens félicitaient Édouard. Plus de gens demandaient des explications sur nous, et Mathieu répondait avec froideur. Mon père aussi est présent, évidemment. Martine a lu cette réponse et a laissé échapper un sanglot, évidemment, comme si c'était une obligation de mentionner que tu existes. Elle a lâché le téléphone et sorti de la cuisine. Je l'ai entendue entrer dans la chambre, fermer la porte et pleurer. Pleurer comme je ne l'avais pas entendu depuis des années. Je suis resté seul dans la cuisine. Le café de Martine était toujours là à moitié plein, déjà froid. Je n'avais pas touché au mien, je n'avais pas faim, je n'avais envie de rien, je voulais juste disparaître. J'ai repris le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme quand on a mal aux dents et qu'on n'arrête pas de toucher avec la langue. Je suis retourné sur la publication, plus de commentaires. Ton beau-père a l'air d'un homme qui a réussi, Mathieu. Que c'est bien qu'il te guide, Mathieu a répondu. Il a réussi parce qu'il a travaillé dur et intelligemment. Il m'apprend à faire pareil. Travailler dur. Édouard Delacroix a hérité de l'entreprise de son père. Il est arrivé avec tout servi sur un plateau d'argent et moi, je suis arrivé sans rien. Martine et moi, on a tout construit à partir de zéro, avec nos mains, avec notre sueur, avec nos dos cassés, et lui, il a travaillé dur. S'il vous plaît. Je suis allé au salon, je me suis assis sur le vieux canapé, celui que Martine et moi avons acheté d'occasion quand on s'est mariés. Les ressorts sont usés. Le tissu a des taches qu'on n'a jamais réussi à enlever, mais il est confortable. Je m'y suis enfoncé. La maison était dans un silence inconfortable. On n'entendait que les pleurs étouffés de Martine venant de la chambre. J'ai regardé le mur en face. Il y a une photo là. Mathieu, 8 ans, assis sur mes épaules à la plage, tous les deux trempés, tous les deux souriants. Moi avec les cheveux noirs, encore sans les blancs. Lui avec ce sourire aux dents de travers qu'on a ensuite fait redresser avec l'appareil que j'ai payé en 12 fois. Cette photo, c'est Martine qui l'a prise. Mes deux amours, elle nous avait dit. Je me suis levé, je me suis approché, j'ai touché le cadre. Le verre était froid. Mathieu, sur cette photo, me regardait avec adoration, avec un amour pur. Quand est-ce que j'ai perdu ce regard? Quand est-ce que c'est devenu du mépris? Martine est sortie de la chambre. Elle avait les yeux rouges, gonflés, elle avait changé de vêtements, pantalon et chemisier. « Je vais chez lui », m'a-t-elle dit, Martine. « Si, j'y vais, Gérard. J'y vais et je vais lui demander en face pourquoi il nous a fait ça. Ça ne changera rien. Peut-être pas, mais j'ai besoin qu'il me regarde dans les yeux et me le dise. Qu'il me dise pourquoi son père maintenant c'est Édouard et pas toi. Pourquoi sa mère ne compte plus. Elle a pris son sac, ses clés. Je viens avec toi, j'ai dit. Non, j'y vais seul. Si tu viens, ça va finir en dispute. C'est déjà une dispute, Martine, depuis le moment où il a posté ça. Elle m'a regardé, a respiré profondément. Donne-moi quelques heures. J'ai besoin de faire ça. Et elle est partie. La porte s'est fermée. Et je suis resté là seul dans la maison vide, attendant quelque chose que je ne savais pas ce que c'était. Je me suis rassis à la table de la cuisine, j'ai regardé l'horloge, 8h20. À peine 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais vu cette publication, mais on aurait dit que des années étaient passées, comme si j'avais vieilli de 10 ans en 120 minutes. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu « Gérard Morin ». « Oui, c'est moi. Ici, c'est Julien du Progrès. On a vu la publication de votre fils. Vous pouvez faire une déclaration ?» J'ai raccroché. Un journaliste. Maintenant même les journalistes s'en mêlaient. Ça a sonné à nouveau. Un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Un message a vibré. Ma nièce. Tonton, tout le monde est indigné. Tu veux qu'on parle à Mathieu? Je n'ai pas répondu. Pourquoi faire? Pour que ma famille se batte. Non, c'était entre Mathieu et nous. Même si Mathieu ne le savait pas encore, même s'il ne nous avait même pas envoyé de message, j'ai appuyé ma tête dans mes mains, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à me souvenir. Je ne voulais pas, mais les souvenirs sont venus tout seuls, comme des vagues.
comme des coups, l'un après l'autre. Mathieu nouveau-né. Martine et moi nous relayant pour le porter. Mathieu faisant ses premiers pas vers moi. Martine applaudissant, émue. Mathieu le premier jour d'école pleurant. Martine le serrant dans ses bras. Moi promettant que tout irait bien. Mathieu diplômé. Martine pleurant de fierté. Moi aussi. Mathieu s'éloignant. Mathieu disparaissant. Mathieu nous effaçant, tous les deux. Tout est passé vite, comme un film dans ma tête. Un film qui a commencé beau et s'est terminé en tragédie. Un film où Martine et moi étions les protagonistes jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. J'ai ouvert les yeux. La tasse de café de Martine était toujours là vide, la mienne intouchée. Le téléphone a encore vibré. Plus de messages, plus d'appels manqués, plus de gens qui avaient vu notre humiliation publique. J'ai tout ignoré. Je suis resté là assis en silence dans notre maison. La maison où on a élevé Mathieu, la maison où Martine et moi avons construit une famille. La maison qui maintenant semblait vide, même avec nous deux vivants, avec un fils qui nous avait effacés et avec deux cœurs qui battaient à peine encore. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était déjà haut. Dehors, les gens continuaient leur vie normale, mais ici, dedans, dans cette maison, tout s'était brisé et je ne savais pas si un jour j'arriverais à réparer. Mathieu est né un mercredi de mars, 15 heures. Il faisait une chaleur à crever. Martine était en travail depuis 14 heures. Je n'ai pas quitté son côté, je lui tenais la main. Elle serrait si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les doigts. « Gérard, je n'en peux plus, » disait-elle. « Si tu peux, mon amour, c'est bientôt fini. » Mais ce n'était pas bientôt fini. Les choses se sont compliquées. Le bébé ne venait pas correctement. Les médecins ont commencé à courir. À parler en code, ils ont emmené Martine rapidement. L'un d'eux m'a attrapé par le bras. « Monsieur, on doit faire une césarienne d'urgence. Il y a des risques. » Je me suis glacé. « Des risques ? Il peut y avoir des complications pour votre femme ou pour le bébé ou pour les deux. » Pour les deux. Ces mots m'ont détruit. « Faites ce que vous avez à faire, mais sauvez-les, s'il vous plaît. » Le médecin a acquiescé et a disparu derrière les portes du bloc opératoire. Je suis resté dehors, dans ce couloir blanc, avec l'odeur de désinfectant et de peur. Il y avait d'autres personnes qui attendaient. Certaines pleuraient, d'autres priaient. Moi, je n'arrivais à faire ni l'un ni l'autre. Je marchais juste de long en large, encore et encore. Les semelles de mes chaussures faisaient du bruit sur le sol. Quick, quick, quick. Ce son, je l'entends encore quand je ferme les yeux. Une demi-heure est passée, 1 heure, 2. Personne ne sortait, personne ne me disait rien. J'ai pensé au pire. J'ai pensé que Martine était en train de mourir là-dedans. J'ai pensé que le bébé était déjà mort. J'ai pensé que j'allais sortir de cet hôpital seul, complètement seul. Je me suis assis sur une chaise en plastique bleu. J'ai mis ma tête entre mes mains et pour la première fois depuis des années, j'ai prié « Si tu m'entends, sauve ma famille. Je t'en supplie. » Alors j'ai entendu un cri aigu, fort, indigné. Un bébé, mon bébé. Je me suis levé d'un bond. Les portes du bloc opératoire se sont ouvertes. Une infirmière est sortie avec un paquet dans des draps bleus. « Monsieur Morin, c'est un garçon. Il est parfait. » Je me suis approché. Je l'ai vu pour la première fois, Mathieu, petit, rouge, fripé, les yeux fermés et les poings serrés. Et ma femme? Elle va bien. Il y a eu des complications, mais elle est stable. Dans quelques heures, vous pourrez la voir. J'ai commencé à pleurer là même, sans honte, sans me soucier des autres. L'infirmière l'a mis dans mes bras. Il ne pesait rien. Il était si petit qu'il tenait dans un seul bras. J'ai touché son visage avec un doigt. Sa peau était douce, chaude, réelle. « Salut, fiston !» j'ai murmuré. « Je suis ton père et je vais toujours prendre soin de toi, je te le promets. » Il a bâillé, et j'ai senti que je venais de faire la promesse la plus importante de ma vie. 3 heures plus tard, on m'a laissé voir Martine. Elle était pâle, épuisée, connectée à des perfusions et des moniteurs, mais elle était vivante. Elle a souri quand elle m'a vu entrer avec Mathieu dans les bras. « Il est à nous ?» elle a demandé d'une voix faible. « Il est à nous », j'ai dit. Je me suis approché et j'ai mis le bébé dans ses bras. Elle l'a regardé et a commencé à pleurer. « Il est parfait, Gérard, comme sa mère. On est restés là tous les trois, une famille complète, nouvelle, fragile. » Martine m'a pris la main. « Merci d'être là.
de ne pas m'avoir laissé seul. Je ne te laisserai jamais seul, Martine. Jamais, j'ai dit avec conviction, et j'ai tenu cette promesse jusqu'à aujourd'hui. Mais notre fils nous a laissés seuls, tous les deux. Mais tenir cette promesse a failli me tuer. Martine est sortie de l'hôpital une semaine plus tard, avec de la fièvre, une infection à la cicatrice, des douleurs qui ne la laissaient même pas marcher correctement. Le médecin m'a dit « Elle a besoin de repos absolu, pas d'effort, pas de portée de poids, 6 semaines au minimum. Et le bébé? Qui allait porter le bébé? » Moi, j'allais tout faire. Je travaillais dans une usine de meubles, équipe de l'après-midi. Je gagnais bien, pas beaucoup, mais bien. Mais j'ai dû partir. Il fallait que je reste à la maison, que je m'occupe de Martine, que je m'occupe de Mathieu. J'ai trouvé du travail dans un entrepôt, équipe de nuit, de 22 heures à 6 heures du matin, 8 heures à porter des cartons, de la marchandise, des meubles, tout ce qui se présentait. Ils payaient moins, beaucoup moins, mais c'était le seul moyen de rester à la maison la journée. J'arrivais à 6h30 du matin, sale, fatigué, le dos cassé. Martine était déjà réveillée, assise dans le lit, pleurant en silence. Mathieu pleurait aussi dans le berceau à côté, tous les deux pleurant. Martine essayait de se lever, mais n'y arrivait pas. Tout lui faisait mal. La césarienne l'avait dévastée. « Gérard, pardonne-moi. Je n'arrive même pas à m'occuper de mon propre fils, disait-elle entre les larmes. Je la serrais dans mes bras, je l'embrassais sur le front. Ne t'excuse pas, je m'occupe de tout. Toi, tu te reposes. Je prenais Mathieu, changeais la couche, préparais le biberon, le portais, me promenais dans toute la maison jusqu'à ce qu'il se calme. Après, je m'occupais de Martine, je lui donnais ses médicaments, je l'aidais à aller aux toilettes parce qu'elle n'y arrivait pas seule. Je changeais le pansement de la cicatrice qui suppurait et sentait mauvais. Je faisais le petit déjeuner, je nettoyais la maison, je lavais le linge à la main parce qu'on n'avait pas de machine. Tout. Je faisais tout. Martine se sentait inutile. « Gérard, tu te tues. Regarde-toi, tu disparais. » C'était vrai, j'avais maigri. J'avais des cernes permanentes, les mains gercées, le dos de plus en plus courbé à cause du travail physique, mais je ne m'arrêtais pas, je ne pouvais pas. Ça va. Tant que tu te remets, ça va. 4 heures, je me couchais. Je dormais 3 heures, parfois 4, si Mathieu ne se réveillait pas. 18 heures, je me levais, je faisais le dîner pour Martine, je changeais encore la couche, je donnais encore le biberon, et 21h30, je repartais au travail. Martine disait « Un jour tu vas t'évanouir, je ne vais pas m'évanouir, il faut que je sois fort pour vous. » Et je sortais tous les soirs sans faillir parce que quelqu'un devait faire vivre la famille. Et ce quelqu'un, c'était moi. Mathieu était un bébé agité. Il pleurait beaucoup, surtout la nuit. Il avait des coliques qui lui tordèrent le petit ventre. Il faisait des grimaces de douleur qui nous brisaient le cœur. Martine, déjà un peu mieux, essayait de le calmer. « Viens, mon amour, viens avec maman. » Mais Mathieu continuait à pleurer. Alors je le prenais, je le mettais contre ma poitrine et je marchais toute la nuit, dans toute la maison. Martine me suivait du regard depuis le canapé où elle s'allongeait parce que ça lui faisait encore mal de rester debout trop longtemps. « Gérard, laisse-moi essayer. »« Non, toi tu te reposes. »« J'assure. » Et je continuais à marcher du salon à la chambre, de la chambre à la cuisine. De la cuisine au salon, je fredonnais des chansons, j'inventais des mélodies. « Calme-toi, mon petit. C'est fini. Papa est là. Papa te tient. » Et Martine pleurait en me regardant. « On ne mérite pas un homme comme toi, disait-elle, mais si vous le méritiez, vous étiez ma vie. Quand Mathieu a eu 6 mois, il est tombé malade. Fièvre élevée, 40 degrés, vomissements, diarrhée. On l'a emmené à l'hôpital. Martine venait avec moi, me tenant le bras, encore faible, mais allant mieux. Le médecin a dit « Il faut faire des examens, ça peut être une infection grave. » Combien coûtent les examens? 500 €. 500 €. Je gagnais 250 € par semaine. Martine a pâli. On savait tous les deux qu'on n'avait pas cet argent. « Gérard, j'y arrive. Tu restes là avec lui, je suis sorti de l'hôpital. J'ai marché 10 pâtés de maison jusqu'au crédit municipal. Je portais ma montre, une vieille Lippe que mon père m'avait donnée avant de mourir. Prends-en soin, Gérard. C'est la seule chose de valeur que je te laisse. » Je suis entré, j'ai posé la montre sur le comptoir. Le type a regardé sans intérêt. 100 €, elle vaut plus.
C'est ce qu'il y a. J'ai pris. Je suis allé dans un autre crédit municipal avec des outils que j'avais, 100 de plus. Dans un troisième avec ma radio, encore 100, j'ai réuni 300. Les autres 200, je les ai empruntés à ma sœur. Je suis retourné à l'hôpital. Martine était assise avec Mathieu sur les genoux. Quand elle m'a vu arriver avec l'argent, elle a su ce que j'avais fait. « Gérard, ta montre, ça n'a pas d'importance, si ça en a. Elle était de ton père, et Mathieu est mon fils. Il n'y a pas de comparaison. » J'ai payé, ils ont fait les examens. C'était juste un virus fort. Ça allait guérir tout seul, mais il fallait des médicaments, 150 € de plus. J'ai payé avec le dernier qu'on avait. On est rentré à la maison sans rien. Martine pleurait. « On est en train de te détruire. Vous ne me détruisez pas. Vous me donnez des raisons de vivre. » Cette nuit-là, Martine s'est blottie contre moi dans le lit. Mathieu dormait entre nous deux. « Un jour, notre fils saura tout ce que tu as fait pour lui, » a-t-elle murmuré. « Un jour, il te remerciera. » J'ai caressé ses cheveux. Je n'ai pas besoin qu'il me remercie. J'ai juste besoin qu'il soit heureux. J'avais tort. J'aurais dû demander qu'il soit reconnaissant aussi. Les années ont passé. Martine s'est complètement remise. Elle est redevenue la femme forte qu'elle a toujours été. On a trouvé notre routine. Je travaillais de nuit, elle s'occupait de Mathieu la nuit. J'arrivais de jour et on se relayait. On était une équipe parfaite, coordonnée, unie. Mathieu a grandi, a commencé à marcher. Ses premiers pas ont été vers moi. J'étais au salon, je venais de rentrer du travail. Martine l'a mis debout. « Vas-y, Mathieu, marche vers papa. » Et il a marché 3 pas chancelants et il est tombé dans mes bras. « Papa, » il a dit. Martine a applaudi, émue. Il a réussi. Il a dit « Papa ». On a tous les deux pleuré de bonheur, de fatigue accumulée, d'amour pur. Martine a pris une photo. Cette photo est toujours encadrée dans notre salon. On la voit tous les jours et à chaque fois ça fait plus mal de la voir. Parce que ce petit garçon qui a marché vers moi maintenant marche loin de nous deux. Mathieu avait 26 ans quand il a rencontré Victoire. Il nous a appelés tout excités un mardi soir. Martine a décroché. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle est incroyable. Je veux que vous la rencontriez. » Martine m'a regardé avec ce sourire que seules les mères ont quand leurs enfants sont heureux. « Tu as entendu, Gérard? Mathieu est amoureux. J'étais content. Vraiment. J'étais content. Mon fils avait eu des copines avant, mais il n'avait jamais appelé si excité. Dis-lui de l'amener déjeuner dimanche. J'ai dit à Martine, elle a acquiescé. Fiston, amène-la dimanche. Je vais faire ton plat préféré. » Mathieu a hésité une seconde. Juste une seconde, mais je l'ai remarqué. « Oui, maman, je vous préviens. » Il a raccroché. Martine m'a regardé. « Tu as senti ça? »« Quoi ?» Cette pause. Quand j'ai dit qu'ils viennent, on est resté à regarder le téléphone sans plus rien dire. Quelque chose avait changé dans la voix de notre fils, mais on ne savait pas encore quoi. Le dimanche est arrivé. Martine s'est levée à 6 heures du matin, a nettoyé toute la maison, a passé la serpillière 3 fois, a lavé les rideaux, a arrangé les fleurs sur la table. J'ai aidé. On a déplacé le canapé pour cacher le bout de tissu déchiré. On a caché les assiettes ébréchées et on a sorti les bonnes, celles qu'on n'utilise qu'à Noël. La maison sentait le propre, la lavande, la cuisine maison. Martine avait fait un pot-au-feu, du riz, de la salade, tout. Tu crois qu'elle va aimer? Elle m'a demandé nerveuse, s'essuyant les mains sur le tablier. Elle va adorer. Tu cuisines merveilleusement. Elle a souri, a enlevé le tablier, a mis son bon chemisier, le bleu qui lui va si bien. Moi, j'ai mis un pantalon habillé et une chemise. On s'est apprêté comme si on allait rencontrer la reine. 14 heures, on a frappé à la porte. Martine a respiré profondément. On est prêt. J'ai ouvert la porte. Mathieu était là avec Victoire, une jolie fille, élégante, avec des vêtements chers. On voyait tout. Tout en elle criait l'argent. Le sac, les chaussures, la montre, même le parfum qui est arrivé avant elle. Maman, papa, c'est Victoire. Victoire a souri poliment. Froidement, elle nous a serré la main. Enchantée. Martine l'a serrée dans ses bras. Victoire est restée raide, n'a pas rendu l'étreinte.
Elle a juste tapoté le dos de Martine une fois, comme on fait avec un étranger. Mathieu avait l'air mal à l'aise. « Entrez, entrez », j'ai dit. Ils sont entrés. Victoire a regardé autour d'elle. J'ai vu comment ses yeux ont parcouru le salon. Les vieux meubles, les murs qui avaient besoin de peinture, le sol en ciment, la petite télé, elle a tout vu. Et sur son visage, même en essayant de le cacher, j'ai vu du mépris, du dégoût, comme si elle était entrée dans un endroit sale. Martine aussi a vu, elle a pâli, mais elle a souri. « Asseyez-vous. Vous voulez de l'eau? Un soda? »« De l'eau, ça ira. »« Merci, » dit Victoire, s'asseyant sur le bord du canapé, comme si elle avait peur de se salir. On a déjeuné. Enfin, Martine, Mathieu et moi, on a déjeuné. Victoire a à peine touché. C'est que je n'ai pas très faim, elle a dit. Mais j'ai vu comment elle regardait la nourriture, comme si elle n'était pas assez bonne pour elle. Martine a remarqué. Elle a arrêté de manger. « Ça ne vous plaît pas, ma fille ?» Victoire a forcé un sourire. « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne suis pas habitué à une cuisine si traditionnelle. »« Traditionnelle ?» Ce mot a sonné comme une insulte. Mathieu a essayé de rattraper. « Ma mère cuisine très bien, Vic. C'est le meilleur pot-au-feu que tu mangeras. » Victoire a acquiescé, a pris une petite bouchée, a mâché, a avalé avec effort et a posé sa fourchette. Elle n'a plus touché à son assiette. Le silence à table était insupportable. J'ai essayé de lancer la conversation. « Votre famille travaille dans quoi, Victoire ?» Elle m'a regardé. « Mon père a des concessions automobiles. On est de Neuilly. » Neuilly, le quartier le plus cher de la ville. Martine et moi, on s'est regardés. Maintenant, tout faisait sens. On en était au dessert quand on a frappé à la porte. Mathieu s'est levé vite. Trop vite. « Ah, ça doit être. » J'ai dit aux parents de Victoire de passer dire bonjour. Martine et moi, on s'est figés. « Comment ?» C'est Martine qui a demandé. « Oui, ils sont dans le coin, ils vont juste faire un saut. » Il a ouvert la porte, et Édouard Delacroix est entré grand, costume impeccable, cheveux coiffés parfaitement avec des gris distingués, chaussures qui brillaient, odeur de parfum cher qui a envahi toute la maison, et derrière lui sa femme, tout aussi élégante, tout aussi froide. Martine et moi aussi, on est restés là debout comme deux statues dans notre propre maison. « Bonjour », dit Édouard sans sourire. Il m'a tendu la main d'abord, une poignée sèche, rapide, sans me regarder dans les yeux comme on salue le serveur. Puis à Martine. Il n'a même pas serré la main correctement, il a juste touché et lâché vite, comme si ça brûlait. « Quelle jolie maison », dit la femme d'Édouard en regardant autour, mais son ton disait exactement le contraire. Jolie voulait dire petite, modeste, pauvre. Martine a dégluti. « Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Vous voulez un café ?» Édouard a regardé sa montre, une énorme Rolex qui brillait. « Non, merci. On a un dîner important dans 1 heure. » « 1 heure? Alors pourquoi sont-ils venus ?» Édouard s'est assis sur notre canapé, s'est un peu enfoncé à cause des ressorts usés, a fait une grimace d'inconfort. Bon, on voulait juste rencontrer les parents de Mathieu. Victoire nous a beaucoup parlé de lui. Il nous a regardés, Martine et moi, de haut en bas, nous évaluant comme on évalue un meuble d'occasion qu'on se demande si on achète ou pas. Et il a décidé que non. J'ai vu la décision dans ses yeux. On n'était pas suffisant. On n'étions pas dignes. On n'était pas à la hauteur de sa famille, de sa fille, de son monde. « Vous travaillez dans quoi, Gérard ?» Il m'a demandé, comme s'il savait déjà la réponse et voulait juste confirmer. « Je travaille dans l'entretien. » J'ai répondu. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Je travaille à nettoyer des immeubles. Je suis celui qui ramasse les poubelles, qui passe la serpillière, qui nettoie les toilettes, l'invisible. Édouard a acquiescé. « Ah, bien. C'est un travail honnête. » « Honnête ?» Encore un mot qui sonnait comme une insulte, comme pauvre mais digne, comme quelle pitié, mais que voulez-vous? Il s'est tourné vers Martine. « Et vous ?» Martine s'est tordu les mains. « Je suis femme au foyer. » Édouard n'a même pas répondu. Il a juste encore acquiescé, comme pour dire « compris ». Sa femme a dit « c'est bien de pouvoir se consacrer au foyer », mais son visage disait « quelle pitié qu'elle n'ait ni études ni carrière ». Mathieu était assis entre les deux mondes, le nôtre et le leur, et il avait l'air mal à l'aise, gêné par nous, par notre maison, par notre vie.
Édouard s'est levé. Bon, on doit y aller. Tout le monde s'est levé, a marché jusqu'à la porte, s'est arrêté, a regardé une photo sur le mur, celle de Mathieu sur mes épaules à la plage. Jolie photo, il a dit. Mais ça ne sonnait pas sincère, ça sonnait condescendant, comme quand un adulte dit à un enfant « Quel beau dessin, même s'il est horrible ». Il a ouvert la porte et sorti, sa femme a suivi, Victoire aussi. Mathieu est resté un instant. « Merci pour le déjeuner, maman. » Il a fait un bisou rapide sur la joue de Martine. À moi, il a juste posé la main sur l'épaule. On se reparle plus tard. Et il est parti. J'ai fermé la porte. Martine et moi, on est restés debout dans le salon en silence. L'odeur du parfum cher d'Édouard était encore dans l'air, comme un nuage toxique qui ne partait pas. Martine s'est assise, a couvert son visage de ses mains. Il nous a regardés comme si on était des ordures. Gérard, je sais. Et Mathieu? Mathieu a eu honte de nous. Je sais. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. Martine pleurait en silence à côté de moi. On a fait quelque chose de mal? On a mal élevé notre fils. On n'a rien fait de mal. Alors pourquoi j'ai senti qu'on était de trop dans notre propre maison? Je n'avais pas de réponse. Moi aussi, j'avais ressenti cette sensation d'être invisible, de ne pas compter, d'être l'obstacle entre Mathieu et sa nouvelle vie, sa nouvelle famille, son nouveau monde. Un monde où on n'avait pas notre place, où on n'aurait jamais notre place. J'ai serré Martine dans mes bras. On va s'en sortir, tu es sûr? Oui, mais je n'étais sûr de rien. Je savais juste que quelque chose avait changé ce dimanche, quelque chose qui n'aurait pas de retour en arrière. Édouard Delacroix était entré dans nos vies, et avec lui était arrivée la distance, le mépris, la honte et le début de la fin. Les semaines suivantes, Mathieu a moins appelé. Avant, il appelait 3 fois par semaine. Maintenant, c'était une fois, avec de la chance. Je suis occupé, maman. J'ai beaucoup de travail, papa. Toujours occupé, toujours avec quelque chose de plus important que nous. Martine essayait de ne pas le montrer, mais ça faisait mal. Gérard, tu te souviens quand on était sa priorité? On était les seuls pour lui, Martine. On ne l'est plus. Et elle avait raison, on n'était plus les seuls. Maintenant, il avait Édouard, Victoire, cette famille élégante, riche, qui avait réussi. Pourquoi avait-il besoin de nous? On était les vieux parents, les pauvres, ceux qui ne pouvaient rien donner à part de l'amour. Et, apparemment, l'amour ne suffisait plus. Ça n'avait jamais suffi. Un jour, Martine m'a dit quelque chose qui m'a brisé. Parfois, je pense que Mathieu aurait voulu naître dans la famille de Victoire et pas dans la nôtre. Je n'ai pas répondu parce que je pensais la même chose. 6 mois plus tard, Mathieu nous a appelés. Maman, papa, Victoire et moi, on va se marier. Martine a crié de joie. Oh, fiston, quelle joie! Moi aussi, j'étais content ou j'essayais. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Mathieu, quelque chose d'étrange. Je vais vous envoyer l'invitation. Le mariage va être grand. La famille de Victoire organise tout. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Demanda Martine. Il y eut un silence. Non, maman, tout est couvert. Édouard s'occupe de tout. Édouard, pas le père de Victoire. Édouard comme s'ils étaient proches, comme s'ils étaient de la famille. On a raccroché. Martine s'est tournée vers moi. Elle avait des larmes dans les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de bonheur. Tu as entendu? J'ai entendu. Édouard s'occupe de tout. Oui. Et nous rien, Martine. On y va juste et on sourit et on fait semblant que ça ne fait pas mal. Martine s'est blottie contre moi. Ça fait mal, Gérard. Ça fait très mal. À moi aussi. Le mariage était dans une salle énorme, de celles qui coûtent ce que je gagne en 5 ans. Martine et moi, on est arrivés 1 heure avant. On voulait aider pour quelque chose, n'importe quoi. Mathieu était notre fils unique. On voulait faire partie de son jour spécial. On est entrés. Il y avait des gens qui couraient partout. Des organisateurs avec des oreillettes, des serveurs en costume, des fleurs partout, énormes, chères. Tout était exagéré. Trop. J'ai cherché Mathieu, je l'ai trouvé avec Édouard, tous les deux regardant quelque chose sur une tablette. Ils discutaient, riaient, comme père et fils. Je me suis approché. Fiston, Mathieu s'est tourné. Ah, papa, tu es déjà là. Déjà là. Comme si j'étais n'importe quel invité, pas son père. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Édouard a répondu à sa place. Non, monsieur Gérard,
tout est sous contrôle. Monsieur, il m'a appelé Monsieur Gérard, comme on parle au gardien, au concierge, à celui qui n'est pas un égal. Mathieu n'a même pas corrigé, il a juste acquiescé. Oui, papa, tout est bon. Va chercher ta table, chercher ma table. Je n'allais pas m'asseoir à la table principale avec lui. Il ne me voulait pas près de lui. Chercher ma table comme n'importe quel invité. Martine m'a tenu le bras. Je l'ai senti trembler. On a marché entre les tables. Il y avait des petits cartons avec des noms. On a cherché le nôtre. Table 1, famille de la mariée. Table 2, témoin. Table 3, amis proches. Table 4, 5, 6. On a continué à marcher de plus en plus loin de la table principale, jusqu'à arriver à la table 12, au fond de la salle, presque collée au mur, entre des gens qu'on ne connaissait pas. Le carton disait « Gérard Morin et Martine Morin ». On s'est assis. Martine n'a rien dit, mais j'ai vu comme ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai regardé devant moi. La table principale était à des kilomètres. Là-bas devant, où seraient les mariés, où était Édouard, assis juste à côté de là où allait s'asseoir Mathieu. Et moi, j'étais ici, invisible, effacé, comme toujours. Les invités ont commencé à arriver. Notre table s'est remplie. Un monsieur plus âgé qui travaillait avec Édouard, un couple qui ne connaissait personne, 2 cousins éloignés de Victoire. Personne ne nous a parlé. Tout le monde s'est présenté entre eux. Nous, on a été ignorés, comme si on n'était pas là. Martine a essayé d'engager la conversation. « Enchantée, je suis la mère du marié. » La dame a regardé. « Ah, c'est bien. » Et elle s'est détournée. Fin de la conversation. Martine m'a regardé. J'ai vu dans ses yeux ce que je ressentais. L'humiliation, la honte, la douleur. Je lui ai tenu la main sous la table. J'ai serré. Je suis là. Elle a serré en retour. Je sais. On est resté comme ça, se tenant les mains, comme 2 naufragés au milieu de l'océan, entourés de gens. Mais complètement seuls. La cérémonie a commencé. Mathieu est entré. Il était beau en smoking. Le costume qu'Édouard a payé, les chaussures qu'Édouard a achetées, la coiffure qu'Édouard a recommandée. Tout était d'Édouard. Rien n'était de nous. Victoire est entrée au bras de son père. Édouard marchait fier, la tête haute, comme un roi qui donne sa princesse. Tout le monde a applaudi. Pleurer? Pris des photos. Ils sont arrivés à l'hôtel. Le père de Victoire l'a donné avec une longue étreinte, avec des mots à l'oreille, avec des larmes. Et Mathieu l'a serré dans ses bras lui aussi. Édouard, il l'a serré comme j'espérais qu'il me serre, avec amour, avec gratitude, avec respect. Martine s'est étranglée dans un sanglot à côté de moi. Gérard, je sais. J'ai vu comme le photographe a pris des dizaines de photos de ce moment, Mathieu serrant Édouard dans ses bras, le père donnant la mariée. Personne ne nous a regardés, personne ne nous a cherchés, personne ne nous a inclus. On était des fantômes. La cérémonie s'est terminée, la fête a commencé. Les serveurs ont apporté la nourriture à toutes les tables, à la nôtre aussi, mais je n'arrivais pas à manger. Martine non plus. On remuait juste la nourriture dans l'assiette. « Vous n'avez pas faim ?» a demandé quelqu'un de la table. « Pas trop », j'ai répondu. La vérité, c'est que j'avais un nœud dans la gorge si gros que rien ne passait. J'ai vu comme à la table principale, tout le monde trinquait, riait, s'embrassait. Édouard s'est levé, a demandé un micro. « Je voudrais porter un toast. » La salle s'est tue. Édouard s'est raclé la gorge. « Aujourd'hui, je ne perds pas une fille, je gagne un fils. » Mathieu est un jeune homme brillant, travailleur avec un avenir prometteur devant lui, et je suis honoré qu'il fasse partie de notre famille. Des applaudissements, beaucoup d'applaudissements, des gens debout, une ovation. Édouard a tendu la main à Mathieu, mais Mathieu ne l'a pas accepté. Il l'a serré dans ses bras, une longue étreinte, serrée, les yeux fermés, comme on serre un père dans ses bras. Martine s'est étranglée dans un sanglot à côté de moi. Le monde s'est arrêté, tu es le père dont j'ai toujours eu besoin. Ces mots à son mariage, devant 300 personnes, devant nous. Martine s'est levée vite. Je vais aux toilettes. Elle est partie presque en courant. Je l'ai suivie du regard. J'ai vu comme elle chancelait, comme elle s'essuyait le visage. J'ai voulu aller derrière elle, mais je n'arrivais pas à bouger. J'étais cloué sur cette chaise, avec ces mots qui résonnaient dans ma tête. Le père dont j'ai toujours eu besoin, pas le père qu'il a eu dont il avait besoin,
comme si je n'avais pas été suffisant, comme si 32 ans n'avaient pas été suffisants, comme si tout ce que j'ai donné n'avait rien signifié. Les gens continuaient à applaudir. Édouard et Mathieu s'étreignaient, et moi je restais assis, invisible, détruit, mort-vivant. Martine est revenue, elle avait les yeux rouges, gonflés. Elle s'est assise sans me regarder. Elle a pris le verre d'eau, a tout bu d'un coup. « On s'en va », a-t-elle murmuré. « On ne peut pas. C'est son mariage. Il nous a déjà craché à la figure. Il nous a déjà humiliés publiquement. Qu'est-ce que tu veux attendre de plus, Martine? Non, je ne vais pas rester là à continuer à être invisible, à continuer à être rien. » Elle s'est levée, a pris son sac. Une dame de la table a demandé « Vous partez déjà ?»« Oui, on ne se sent pas bien », a menti Martine. Je me suis levé aussi. On a marché vers la sortie, entre les tables, entre les gens qui dansaient, qui riaient, qui fêtaient. Personne ne nous a arrêtés, personne n'a rien dit. On est passé à côté de la table principale. Mathieu était de dos, en train de parler avec Édouard. Il ne s'est pas retourné, il ne nous a pas vus, ou peut-être qu'il a vu et ne s'en souciait pas. On est sorti de la salle. L'air frais de la nuit nous a frappés. Martine s'est appuyée contre le mur. Elle a commencé à pleurer sans retenue, sans essayer de se contrôler. Elle pleurait comme je ne l'avais jamais vue pleurer, ni quand elle a eu des complications à l'accouchement, ni quand on a eu faim, ni quand j'ai vendu ma montre. Jamais. Ses pleurs étaient différents. C'étaient les pleurs d'une mère brisée, d'une mère qui venait d'être effacée par son propre fils. Je me suis approché, je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi et a pleuré contre ma poitrine. « Qu'est-ce qu'on a fait de mal, Gérard? Qu'est-ce qu'on a fait de si mal? Rien, mon amour, on n'a rien fait de mal. Alors, pourquoi il nous déteste? Il ne nous déteste pas, il nous a juste oubliés. Et c'était pire, beaucoup pire. La haine, au moins, c'est un sentiment fort. Ça veut dire que tu comptes encore. Mais l'oubli, c'est la mort. Et notre fils nous avait tués cette nuit-là, devant 300 personnes. Une voiture s'est arrêtée devant nous. Un monsieur plus âgé est descendu, nous a regardés. « Ça va ?» Martine s'est essuyé le visage vite. « Oui, merci. » Le monsieur a hésité. « Vous êtes de la famille du marié ? » « On est ses parents, » j'ai dit. Le monsieur a écarquillé les yeux. « Ses parents ? Mais je croyais que le monsieur à la table principale, c'est son beau-père, » a interrompu Martine, la voix brisée. Le monsieur n'a pas su quoi dire. Il est resté là debout, embarrassé. Je suis désolé, vraiment désolé. Elle est entrée dans la salle, nous a laissés là seuls sous la lumière jaune du parking. Martine m'a regardé. Les gens ne savent même plus qu'on est son père et sa mère. Ils nous ont déjà complètement effacés. Je n'ai pas répondu parce qu'elle avait raison et il n'y avait rien à dire. On a pris un taxi pour rentrer. Le trajet a été silencieux. Martine regardait par la fenêtre. Moi, je regardais mes mains. Ces mains qui ont porté Mathieu 1000 nuits, qui ont travaillé jusqu'à se fissurer pour lui, qui ont tout donné et maintenant ne valaient de rien. On est arrivé à la maison, cette petite maison, modeste, celle qui nous faisait tant honte aux yeux d'Édouard, celle qui nous faisait tant honte aux yeux de notre propre fils. On est entré. Martine a enlevé ses chaussures. Elle a enlevé la belle robe qu'elle avait achetée pour le mariage, a mis son vieux pyjama, s'est couchée face au mur. Je me suis couché à côté d'elle, je l'ai serrée par derrière. On va s'en remettre. Elle n'a pas répondu, elle a juste pleuré. Pleuré jusqu'à s'endormir. Et moi je suis resté éveillé, regardant le plafond, me demandant à quel moment on a perdu notre fils, et si un jour on allait le récupérer. Le lendemain, Mathieu n'a pas appelé, ni le jour d'après, ni celui d'après. Une semaine plus tard, il a envoyé un message. « On est rentré de lune de miel, merci d'être venu au mariage. » Merci d'être venu au mariage, comme si on était des invités de convenance, comme si on n'était pas ses parents. Martine a lu le message et a posé le téléphone. « Je ne vais pas répondre, Martine. Non, Gérard, je ne vais plus supplier, je ne vais plus mendier son attention. S'il veut nous parler, qu'il parle. Mais moi, je ne vais plus le chercher, et elle ne l'a plus cherché. » Et moi non plus. Les jours ont passé, les semaines, les mois, et Mathieu n'a pas appelé. Nous non plus. Le silence s'est installé entre nous et notre fils.
Un silence qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Un silence qui nous tuait doucement, mais c'était le silence qu'on méritait, ou du moins c'est ce qu'on pensait. 6 mois après le mariage, est arrivé le premier Noël en tant que famille complète. Victoire a appelé. Enfin, elle a appelé Martine. « Belle maman, mes parents vous invitent à passer Noël avec nous. » Martine a mis sur haut-parleur pour que j'entende. « C'est gentil, ma fille. »« À quelle heure ?»« 20 heures. »« Mais c'est un dîner habillé, hein ?»« Tenue élégante. » Martine a pâli. On n'avait pas de tenue élégante. On avait les mêmes qu'au mariage. Parfait. On sera là. Elle a raccroché, s'est assise sur le lit. Gérard, je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Il faut qu'on y aille. C'est notre fils. Notre fils qui n'a pas appelé depuis 2 mois. Elle avait raison. Depuis le mariage, Mathieu avait disparu. Un message par-ci, un autre par-là, mais rien de plus. Martine a soupiré. Qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau? J'ai regardé notre compte en banque. On avait 600 € de côté. Quelque chose de significatif. On n'a pas l'argent pour significatif, Gérard. On a quelque chose de mieux. On a la mémoire. J'ai passé cette semaine à chercher dans de vieilles boîtes, dans l'armoire sous le lit, jusqu'à ce que je trouve un album photo de quand Mathieu était petit. Des photos du premier jour d'école, du premier vélo, de quand il a perdu sa première dent, de quand je le portais sur mes épaules, de tout. J'ai choisi la meilleure, celle de la plage. Nous deux trempés, souriants. Je l'ai fait encadrer. Ça m'a coûté 300 €, la moitié de ce qu'on avait de côté, mais ça en valait la peine. Martine a vu et a commencé à pleurer. Elle est parfaite, Gérard. On l'a emballée avec du papier qu'on a trouvé au supermarché. On a mis un ruban. Ce n'était pas élégant, mais c'était de nous. C'était vrai. C'était de l'amour en forme de cadeau. « Tu crois qu'il va aimer ?» a demandé Martine. « Il doit aimer. C'est nous, c'est son histoire. Mais au fond, on avait tous les deux peur. Peur que notre histoire ne compte plus pour lui. On est arrivé chez Édouard à 20 heures pile. Ce n'était pas une maison, c'était un hôtel particulier, 3 étages, jardin énorme, fontaine à l'entrée, lumière de Noël partout. Martine m'a tenu le bras. « Gérard, je n'ai pas ma place ici. Moi non plus. Mais Mathieu a sa place, et on est venu pour lui. » On a sonné. Une employée en uniforme a ouvert. « Votre nom ?» Gérard et Martine Morin. On est les parents de Mathieu. La fille a vérifié une liste. Une liste? Comme si on était n'importe quels invités. Oui, vous pouvez entrer. On est entré. Le sol était en marbre, brillant, si brillant que je voyais mon reflet. Un sapin de Noël géant au milieu du salon, des lumières, des décorations, des cadeaux en dessous, des montagnes de cadeaux emballés dans du papier cher. Notre petit cadeau avait l'air misérable en comparaison. Martine l'a caché un peu derrière son sac. Il y avait une vingtaine de personnes, tout le monde élégant, costumes, robes longues, bijoux, parfums chers. Nous avec les mêmes vêtements qu'au mariage. Martine avec sa robe bleue, moi avec mon seul costume. Je me suis senti comme un mendiant qui s'est infiltré dans une fête de riches. Une dame s'est approchée. « Vous êtes les parents de Mathieu ?»« Oui, » a répondu Martine. « Ah, c'est tout. Ah, et elle est partie. » Un autre homme nous a regardés de haut en bas. Il n'a même pas salué. Il nous a juste jaugé du regard et a continué. On a cherché Mathieu. On l'a trouvé sur la terrasse avec Édouard, tous les deux avec des coupes de vin, discutant, riant. Je me suis approché. Fiston, Mathieu s'est retourné. « Papa, maman, vous êtes arrivés. »« Arrivés ? Non, que c'est bien que vous soyez venus. Ils ne nous attendaient pas, juste arrivés. » Comme quand on confirme que le livreur a fait la livraison, Édouard a tendu la main sans se lever, sans lâcher sa coupe. « Monsieur Gérard, Madame Martine, bienvenue. Monsieur encore, monsieur. » Martine a essayé de sourire. « Merci pour l'invitation, monsieur Delacroix. C'est un plaisir de vous avoir chez nous. À l'aise? Comment allait-on être à l'aise? Mathieu nous a conduits à l'intérieur, nous a assis sur un canapé. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau, ça ira, j'ai dit. Mathieu a fait signe à l'employé. 2 eaux pour mes parents et il est reparti. Il nous a laissés seuls au milieu de ce salon géant, entouré de gens qu'on ne connaissait pas, qui ne nous parlaient pas. Martine s'est penchée vers moi.
Gérard, je veux partir. Tiens bon, c'est Noël, ça doit aller mieux. Mais ça n'est pas allé mieux, ça n'a fait qu'empirer. On a commencé à ouvrir les cadeaux. Édouard a tout organisé. Bon, famille, c'est l'heure de partager nos bénédictions. Famille, il nous a inclus dans le mot mais pas dans le sentiment. On a commencé à distribuer les cadeaux, des boîtes énormes, des emballages parfaits. Victoire a ouvert le sien d'Édouard, un collier de diamants. Elle a crié d'émotion, l'a serré dans ses bras. Papa, il est magnifique, papa. Elle appelait Édouard papa. Bien sûr, c'était son père. Le cadeau suivant était pour Mathieu, une grande boîte. Il a ouvert. Dedans, il y avait des clés de voiture. Il est resté muet. Édouard, c'est à toi, fiston. Une BMW t'attend dehors pour qu'un homme de ma famille roule comme il se doit. Tout le monde a applaudi. Mathieu s'est levé, a serré Édouard dans ses bras. Une longue étreinte. Merci, papa Édouard. Il l'a dit devant tout le monde, devant nous, papa Édouard. Martine s'est tendue à côté de moi, j'ai senti comme elle a arrêté de respirer. Papa Édouard, a répété Mathieu ému. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Édouard lui a tapoté le dos. Pas besoin de remercier, c'est à ça que sert la famille. J'ai vu comme les mains de Martine tremblaient, comme ses yeux se remplissaient de larmes. Moi aussi j'ai senti quelque chose. Quelque chose qui brûlait à l'intérieur. Ce n'était pas que de la douleur, c'était de la rage pure. Cet homme avait acheté mon fils avec une voiture, avec de l'argent, et mon fils s'était vendu avec joie. Mathieu continuait à sourire, regardant les clés, regardant Édouard avec adoration, avec gratitude, avec amour. L'amour qui avant était le mien et qui maintenant appartenait à un autre. Papa Édouard, ces deux mots m'ont plus détruit que n'importe quel coup. Bon, je crois qu'il y a d'autres cadeaux, dit quelqu'un. Mathieu a cherché parmi les boîtes. Ah, il y en a. Il a pris un petit, le nôtre. Il l'a déballé, a vu la photo. Nous deux à la plage. Il s'est tu. Ah, il a dit juste ça. Ah, comme la dame avait dit quand elle nous a rencontrés. Ah, c'est sympa. Merci. Mais ça ne sonnait pas sincère, ça sonnait forcé, comme quand on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas, mais qu'on doit faire semblant. Il a posé le cadre de côté dans un coin, avec les papiers d'emballage déchirés. Personne d'autre n'a regardé. Personne n'a demandé ce que c'était. Personne ne s'en souciait. Martine a vite essuyé une larme. Moi, je suis juste resté à regarder ce cadre jeté là, cette photo qui représentait tout. Notre amour, notre histoire, notre famille jetée, oubliée, invisible. On est passé à table, une table énorme, nappe blanche, vaisselle chère, bougies, fleurs, tout parfait. On nous a assis au bout, encore une fois, loin de Mathieu, loin d'Édouard, entre des gens qui ne nous parlaient pas. On a mangé en silence. La nourriture était délicieuse, mais je ne sentais le goût de rien. Édouard a commencé à raconter des histoires de ses affaires, de ses contacts importants dans le gouvernement, de comment il faut savoir manœuvrer dans ce pays pour réussir. Tout le monde riait, tout le monde acquiesçait. Mathieu regardait fasciné, comme si Édouard révélait les secrets de l'univers. J'ai essayé de dire quelque chose. Quand Mathieu était petit, Édouard m'a interrompu, il ne m'a même pas laissé finir. Bon, parlons de choses actuelles. Mathieu, raconte-nous ton nouveau projet dans l'entreprise. Et comme ça, il m'a effacé avec une phrase. Il m'a effacé du présent, du passé, de tout. Personne ne m'a regardé. Personne n'a demandé ce que j'allais dire. Ils ont juste continué leur conversation. Comme si je n'existais pas. Martine a posé sa main sur la mienne sous la table. J'ai serré fort. On est restés comme ça, accrochés, tous les deux invisibles, tous les deux de trop au dîner de Noël de notre propre fils. Le dîner s'est terminé. Il y a eu des toasts, des embrassades, des photos, beaucoup de photos de Mathieu avec Édouard, de Mathieu avec Victoire, de Mathieu avec la famille d'elle. Personne ne nous a demandé d'apparaître sur aucune photo. Personne. C'était comme si on n'était pas là. 23 heures, Martine a murmuré. Je veux rentrer. On y va. On s'est levé. On a dit au revoir. Merci d'être venu, dit Édouard sans nous regarder. Mathieu nous a accompagnés jusqu'à la porte. Merci d'être venu. Les mêmes mots, le même ton. Froid, protocolaire, vide. On est sortis. L'air froid de décembre nous a frappés.
Martine s'est effondrée en larmes avant qu'on atteigne le coin de la rue. Il nous a humiliés. Il nous a humiliés devant tout le monde. Je sais. Il l'a appelé Papa Édouard. J'ai entendu, papa. J'ai entendu. Et toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'on est? Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas. Je ne savais plus ce qu'on était pour notre fils. On a marché jusqu'à l'arrêt de bus. On n'avait pas d'argent pour le taxi. On a attendu 40 minutes dans le froid, enlacés, tremblants. On est arrivé à la maison après minuit. Joyeux Noël. Martine est allée directement au lit. Moi, je suis resté au salon regardant le plafond, pensant à ce cadre jeté, à ce papa Édouard, à cette humiliation publique déguisée en dîner de famille. Et j'ai réalisé quelque chose, on n'était plus ses parents, on était les parents biologiques, c'est tout. Ceux sur le papier, ceux qui comptent seulement dans les documents. Mais dans la vraie vie, dans son cœur, dans son monde, on n'existions plus. Revenons à la fête des pères. Ce matin-là, quand tout a explosé, je continuais assis dans la cuisine avec le téléphone à la main, avec la publication de Mathieu ouverte. C'est le père dont j'ai toujours rêvé. Martine était dans la chambre. J'étais seul. J'ai posé le téléphone face contre table. Je ne voulais plus voir, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser. À chaque mot, à chaque commentaire, à chaque like. 2 heures ont passé. 3. Je n'ai pas bougé de cette chaise, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu d'eau. Je suis juste resté là comme une statue, comme mort-vivant. Le téléphone a commencé à vibrer. Un appel. Ma sœur Sylvie, je n'ai pas répondu. Un autre appel. Mon vieux copain René, non plus. Encore un autre. Ma cousine Sophie. J'ai tout ignoré. Je savais ce qu'ils allaient me dire. Gérard, on a vu la publication. Gérard, quel manque de respect. Gérard, tu vas bien? Non, je n'allais pas bien et je ne voulais pas en parler. Le téléphone n'arrêtait pas. Messages, appels, notifications. Ça vibrait toutes les 10 secondes. C'était comme une torture chinoise, comme des gouttes tombant une après l'autre sur ma tête jusqu'à me rendre fou. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert WhatsApp. 53 messages. 53, tous demandant la même chose. Tous indignés, tous ayant pitié de moi. Et je ne voulais pas de pitié. Je voulais que tout ça soit un cauchemar, que je me réveille et que rien de tout ça ne soit arrivé. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était réel, très réel. J'ai ouvert les messages un par un. Ma sœur Gérard, j'ai vu ce que Mathieu a posté. Tu vas bien, mon ami? Mon pote, quel manque de respect. Ce garçon a dépassé les bornes, ma cousine. Je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Chaque message était un coup de poignard différent. Tout le monde inquiet, tout le monde essayant d'aider, mais personne ne pouvait m'aider. Cette douleur était la mienne, rien que la mienne. Alors est arrivé un message qui m'a dévasté. C'était de Michel, un ancien collègue de travail, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. « Gérard, je viens de voir la publication de ton fils. Mon ami, après tout ce que tu as fait pour lui, je n'arrive pas à y croire. Je t'envoie une accolade. » Il avait joint une capture d'écran. La publication de Mathieu. Mais ce n'était pas que la photo. Michel avait capturé les commentaires et il y en avait un nouveau, un que je n'avais pas vu. Quelqu'un demandait « Et ton vrai père ?» Mathieu avait répondu il y a 1 heure. J'ai lu la réponse. Et j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur, il est vivant. Mais ce mot, ce mais qui restait là suspendu, comme si j'étais une honte, comme s'il valait mieux ne pas finir la phrase, parce que ce qui viendrait après était pire que le silence, mais comme si mon existence avait besoin d'un mais pour se justifier. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain. Je me suis mouillé le visage avec de l'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un vieux fatigué, avec des rides profondes, avec des cheveux blancs, avec des yeux vides. Quand est-ce que je suis devenu si vieux? Je me suis essuyé le visage, j'ai regardé mes mains, ces mains qui ont porté Mathieu 1000 nuits, qui ont travaillé jusqu'à se fissurer, qui n'ont jamais dit « je n'en peux plus ». Elles avaient de vieilles cicatrices, très vieilles, de quand j'étais jeune, quand j'étais une autre personne, quand j'avais un autre nom, pompier, avant Mathieu, avant tout, j'ai passé mes doigts sur une longue cicatrice sur l'avant-bras, une brûlure d'il y a 28 ans du jour où je suis entré dans cet immeuble en flammes,
Du jour où j'ai sauvé ces personnes, du jour où j'ai risqué ma vie parce que c'était mon travail, parce que c'était mon devoir. Et après ce jour, j'ai décidé que ma famille était plus importante, que Mathieu était plus important. Et j'ai tout quitté. Je suis sorti de la salle de bain. Martine était au salon. Elle était sortie de la chambre. Elle avait le téléphone à la main. Elle aussi lisait des messages. Gérard, toute la ville a vu. Je sais. Mes amis, mes cousines, les gens du marché, tout le monde s'est tourné vers moi. Elle avait le visage gonflé d'avoir pleuré. Madame Dupont m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle est indignée, que comment est-ce possible que Mathieu ait fait ça. Madame Dupont, notre voisine de toujours, celle qui a vu Mathieu grandir, celle qui le gardait quand Martine et moi devions travailler. Ton frère m'a aussi envoyé un message, ai-je continué. Tout le monde a envoyé. Tout le monde a vu comment notre fils nous a effacés. Martine s'est assise, a mis sa tête entre ses mains. Je ne sais pas ce qui est pire, si c'est l'humiliation ou que tout le monde soit au courant. Le téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Gérard Morin. Oui, ici, c'est Julien Martin du Progrès. On a vu la publication de votre fils. On aimerait faire une interview au sujet de... J'ai raccroché un journaliste. Maintenant, les journalistes s'en mêlaient. Ça a sonné à nouveau. Un autre numéro. J'ai raccroché encore et encore et encore. J'ai éteint le téléphone. C'est de la folie, j'ai dit. Martine a regardé son téléphone. Gérard, ils parlent aussi d'Édouard. Quoi? Elle m'a montré l'écran. Un autre article d'un autre journal. Édouard Delacroix, homme d'affaires enquêté pour fraude et blanchiment d'argent. J'ai lu vite. L'article disait qu'Édouard faisait l'objet d'une enquête depuis des mois. Contrats frauduleux avec le gouvernement, argent sale, sociétés écrans, tout. Le père parfait de la publication virale est en fait un criminel en col blanc, disait le titre. Martine et moi, on s'est regardés. Tout son argent, a-t-elle commencé, était sale, ai-je fini. Tout son empire, les voitures, la maison, les opportunités. Martine a pâli, tout construit sur des mensonges. Je me suis assis, je n'arrivais pas à tout assimiler. C'était trop. En quelques heures, tout avait explosé. L'histoire de l'incendie, mon passé de pompier, Édouard exposé, Mathieu crucifié sur les réseaux sociaux, tout. Qui a publié sur l'incendie? J'ai demandé. Martine a lu. Un certain Michel Garnier, journaliste qui a couvert l'incendie il y a 28 ans. Il dit que quand il a vu la publication de Mathieu, il a enquêté et a découvert que c'était toi. Le même Gérard Morin qui a sauvé ces personnes, Michel, mon ancien collègue, celui qui m'avait envoyé un message quelques jours plus tôt. C'est lui qui avait rendu ça public. C'est lui qui avait tout fait éclater. Je ne sais pas si je dois le remercier ou le maudire. Probablement les deux. J'ai rallumé le téléphone. Erreur. Immédiatement, ça a commencé à sonner. Messages, appels, notifications, des centaines, des milliers peut-être. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années, des connaissances, des voisins, des parents éloignés. Tout le monde écrivait. Gérard, quelle fierté de te connaître. Tu es un héros. Ton fils ne te mérite pas. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste cherché une conversation, celle de Mathieu. Rien. Il ne m'avait pas écrit, pas un mot, pas un papa désolé, pas un papa pardonne-moi, rien. Après que tout ça ait explosé, après que le monde entier le critique, rien. Martine a regardé par-dessus mon épaule. Il t'a écrit? J'ai secoué la tête que non. Elle a soupiré. Ce garçon est perdu. Peut-être ou peut-être qu'il était juste effrayé, honteux, caché, mais il continuait à ne pas me chercher. Et ça disait tout. 2 heures de plus ont passé. Martine a fait du café. On s'est assis à la table avec nos téléphones à lire, à regarder comment notre vie privée était devenue un divertissement public. « Gérard, tu regrettes quelque chose ?» a demandé Martine soudain. « Quoi? D'avoir sauvé ces personnes, d'avoir été pompier. Si tu ne l'avais pas fait, tout ça ne serait pas en train d'arriver. J'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi. Je ne regrette pas d'avoir sauvé des vies. Je regrette d'avoir quitté ce travail pour quelqu'un qui n'a pas apprécié. » Martine a acquiescé. Et si Mathieu n'appelle jamais? Alors on continue sans lui, comme on l'a fait ces derniers mois. Aussi facile que ça? Ce n'est pas facile, Martine. C'est nécessaire.
Elle m'a tenu la main. Quoi qu'il arrive, on est ensemble, toujours. À ce moment-là, le téléphone a vibré. On a tous les deux regardé. C'était Mathieu qui appelait. On est resté à regarder l'écran. Le nom de Mathieu qui clignotait. « Tu vas répondre ?» a demandé Martine. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3. À la 4e sonnerie, j'ai répondu. « Gérard, je n'ai dit ni papa ni fiston, juste mon nom. Papa. » Sa voix était détruite, brisée, comme s'il avait pleuré pendant des heures. « Papa, pardon, pardon tellement. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. J'ai vu les infos, j'ai tout vu. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais sauvé tous ces gens. Tu n'avais pas besoin de savoir. Tu n'as jamais demandé. Papa, pardonne-moi s'il te plaît. Pardonner quoi exactement, Mathieu? Tout. La publication, les mots, tout. J'avais tort. Tellement tort. Martine regardait avec des larmes dans les yeux, attendant que je donne de l'espoir. Papa, Édouard, tout était un mensonge. L'argent, les affaires, tout. Je sais, je viens de lire. Il m'a utilisé. Il a utilisé moi et Victoire pour bien paraître, pour faire semblant. Je sais. Et moi j'ai été tellement stupide, tellement aveugle. J'ai échangé le meilleur père du monde contre un criminel. Il s'est brisé, a pleuré fort comme un enfant, comme l'enfant qu'il a été un jour. Et moi je n'ai pas ressenti de satisfaction, je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai juste ressenti de la fatigue. Une fatigue si profonde qu'elle allait jusqu'aux os. Mathieu. Oui, papa. Il faut que tu viennes ici à la maison, toi et ta mère. On doit parler, tous les 3 en personne. Tu vas me pardonner. J'ai fait une pause. Martine m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu de la douleur, mais aussi de l'espoir. Cet espoir de mère qui ne meurt jamais. Quoi qu'il arrive, je vais te pardonner, Mathieu. Ses yeux se sont illuminés, mais pardonner ne veut pas dire oublier, ni que tout redevienne comme avant. Je comprends. Tu comprends? Parce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment. La confiance s'est brisée, le respect s'est brisé, la relation père-fils s'est brisée. Et ça ne se répare pas avec une demande de pardon, ni avec des larmes, ni même avec le temps. Mathieu a acquiescé. Je sais, mais je vais travailler là-dessus tous les jours, je promets. Les promesses ne signifient plus grand-chose pour moi, Mathieu. Les actes, seulement les actes, alors je te le prouverai par des actes. Martine s'est approchée, a mis une main sur mon épaule, l'autre sur Mathieu. On est une famille, et les familles se brisent, mais elles peuvent aussi se réparer si tout le monde fait sa part. Mathieu m'a serré dans ses bras. Je n'ai pas rendu l'étreinte immédiatement. Je suis resté rigide, 100 ans, assimilant. Puis, doucement, j'ai levé les bras. J'ai serré en retour. Pas avec l'amour d'avant, pas encore, mais avec quelque chose. Avec la possibilité qu'un jour cet amour revienne. On s'est séparés. Mathieu, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Dis-moi. Je n'ai pas besoin que le monde sache que j'ai été pompier, que j'ai sauvé des gens, que j'ai été un héros. Je n'ai pas besoin de reconnaissance publique. Je sais. La seule chose dont j'avais besoin, c'était que mon fils me voie, me reconnaisse, me respecte. Je me suis un peu brisé et c'était la seule chose que tu ne m'as jamais donnée. Mathieu a pleuré plus fort. Pardon tellement, papa. Je sais. Martine nous a serrés tous les deux. On était là tous les 3 brisés, mais ensemble, avec beaucoup à réparer, mais avec la volonté d'essayer. Et Victoire, a demandé Martine. Elle est en train d'assimiler tout ça sur son père, sur la publication, tout. Elle savait? Mathieu a secoué la tête. Non, elle est dévastée. Sa famille s'effondre. J'ai ressenti un pincement d'empathie. Malgré tout, dis-lui que si elle a besoin de quelque chose, on est là. On sait ce que c'est d'avoir peu. Mais le peu qu'on a, on le partage. Mathieu m'a regardé surpris. Après tout ça, tu ferais ça? Ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. Elle n'est pas responsable d'avoir un père corrompu, tout comme tu n'es pas responsable d'avoir des parents pauvres. Mathieu a compris l'allusion. A acquiescé. Merci. Ne remercie pas. Sois juste meilleur. Sois l'homme qu'on a essayé de t'élever pour être, pas celui qu'Édouard t'a appris à être. Mathieu est resté encore un moment. On n'a parlé pas de choses profondes,
Juste on a parlé de petites choses, du travail, du temps, de la maison qui avait besoin de réparation, des choses normales, du quotidien. Et dans cette normalité, il y avait une lueur d'espoir. Avant de partir, Mathieu s'est arrêté à la porte. « Papa, un jour tu vas m'aimer comme avant ?» La question a fait mal, parce que moi aussi je voulais savoir la réponse. Je ne sais pas, fiston. Sincèrement, je ne sais pas. L'amour est là, mais il est blessé, très blessé. Ça va prendre du temps. J'ai le temps, tout le temps du monde. Bien parce que moi aussi il est parti. Martine a fermé la porte en le regardant monter dans sa voiture, comme il démarrait, comme il partait. « On a bien fait ?» a demandé Martine. « Je ne sais pas, mais c'était tout ce qu'on pouvait faire. » Ce soir-là, après que tout se soit calmé, Martine et moi, on s'est assis au salon avec un café, avec la fatigue de jours accumulés. « Gérard, tu regrettes quelque chose ?»« Beaucoup de choses, mais pas de l'avoir élevé, ni de t'avoir aimé toi, ni d'avoir été pompier. Ces choses-là, je les referai 1000 fois. Et si Mathieu ne change jamais, alors, au moins on aura essayé. On a donné une dernière chance, le reste c'est sa décision. » Martine s'est appuyée sur mon épaule. « Tu es un homme bon, Gérard Morin, et toi, tu es une grande femme, Martine. » On est resté comme ça en silence, en paix, pour la première fois depuis des mois, en paix, parce que on avait fait ce qu'il fallait, pas ce qui était facile, ce qu'il fallait. Et ça devait être suffisant. Les jours ont passé, les infos sur moi et sur Édouard se sont estompées. Le monde a trouvé de nouveaux scandales, de nouvelles histoires. Mathieu a commencé à venir les dimanches, au début gêné, petit à petit, plus naturel. On est redevenu ce qu'on était. Non, on n'est jamais redevenu, mais on a construit quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de plus vrai. J'ai appris qu'un vrai père ne se mesure pas en argent, ni en voiture, ni en voyage, ni même en reconnaissance. Il se mesure en étant présent, en aimant sans condition, en pardonnant même quand ça fait mal, en donnant des chances, même quand il ne les mérite pas. J'ai été ce père, je l'ai toujours été. Et même si mon fils a mis des années à le voir, à la fin il a vu. Et ça, au bout du compte, ça devait être suffisant. Et toi, quelqu'un que tu as élevé avec ton âme, t'as déjà ignoré? As-tu déjà dû pardonner l'impardonnable? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Si cette histoire t'a touché le cœur, laisse ton pouce bleu et raconte la tienne. Abonne-toi et aide-moi à toucher plus de cœurs qui ont besoin d'entendre ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. G.